La hausse des prix a-t-elle profité à toute la filière du blé? Transporteurs, meuniers, fabricants de pain ou de biscuits. Nous sommes près d'Auxerre, chez Jacquet, la deuxième boulangerie industrielle de France et la seule à avoir accepté de nous recevoir. 280 000 pains de mie sont fabriqués ici chaque jour. Emmanuel Aymon a pris la tête de cette marque centenaire il y a un an, en pleine crise. Et il a vu arriver la hausse des prix avec effroi. Un paquet de pain de mie contient au moins 50% de farine de blé. L'an dernier, sa matière première lui a donc coûté très cher. Lorsque vous augmentez, vous subissez 150 € la tonne le blé et que vous en achetez 60 000 tonnes, vous faites un calcul rapide de 60 000 multiplié par 150 € la tonne, vous avez donc 9 millions d'euros à trouver du jour au lendemain. Du coup, il a augmenté ses prix d'environ 5%. Mais il l'affirme, il n'a pas répercuté entièrement la hausse du prix du blé. Si j'avais vraiment intégré 100% de la hausse des matières, non seulement la farine, le blé, mais également l'emballage de plastique, je pense que j'aurais pu passer un tarif de 30%, ce qu'on n'a pas fait. On a limité ça par des gains de productivité. Mais il serait faux de dire que le consommateur n'a pas enregistré une certaine hausse sur certains produits. Le consommateur, encore lui, a payé les frais de la hausse. Mais comme depuis quelques mois le blé baisse, la grande distribution demande à Jacquet de faire un effort. Vous mettez la pression là chez Carrefour? Bon, pas plus que la pression, c'est leur rôle. Vous mettez la pression pour faire baisser les prix? Oui, ils demandent de baisser les prix, mais pas eux. Tout le monde demande de baisser les prix, parce qu'eux baissent les prix. Donc eux, ils demandent ils baissent les prix, donc ils vont prendre sur leur marge, et ils vont demander aux industriels de participer également en baissant les prix. Alors, je pense que quand vous appelez Danone, Nestlé, pour y aller, moi, si je baisse, je suis dans le rouge. Donc c'est pas possible. Pour vous prouver qu'on n'a pas profité. Il y en a qui peuvent en avoir, j'en ai connu, qui ont profité. Ouais. Ah oui. Qui? Ah, pas de nom. La loi du silence règne sur toute la filière. À quelques exceptions près, les acteurs de la chaîne du blé ont refusé de nous recevoir. Le premier meunier français, le groupe Soufflet, lui, nous a ouvert ses moulins. En fait, ici, ils sont en sachets, en gros, à peu près 500 tonnes de petits sachets tous les jours. Malgré ses 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, le directeur de la meunerie se plaint. En cause, l'envolée du prix du blé. Sur les contrats que nous avions avant la hausse, le prix du blé dans ce kilo de farine était aux alentours de 18 centimes. Après la hausse, au moment de la hausse, on est monté jusqu'à 28 centimes. Bon, voilà. On a un écart d'une dizaine de centimes sur le prix. Sur un sachet qui est vendu aujourd'hui 40 centimes. Donc voilà un peu le poids. En gros, le blé aujourd'hui dans nos comptes d'exploitation, c'est les 2/3 de nos charges. À peu de choses près, c'est 2/3 de charges. Donc évidemment, on a répercuté une partie de la hausse du prix du blé au moment de la hausse, mais pas la totalité, jamais dans les deux extrêmes, toujours avec un prix moyen pour ne pas non plus asphyxier le marché. Lui non plus n'aurait donc pas entièrement répercuté la hausse du prix du blé et il le regrette. Je pense même qu'on n'a pas répercuté assez l'augmentation des prix de première matière à ce moment-là. Je pense que l'ensemble de la filière, consciente de ses responsabilités, a plutôt contracté ses marges pour ne pas répercuter l'intégralité. On a plutôt serré nos prix de revient, serré nos marges et accepté d'avoir des résultats un peu contraints cette année pour passer le phénomène. À en croire le PDG du groupe, 2007 n'a pas été une bonne année. Donc vous pouvez a priori vous imaginer que le prix du blé multipliant par 3, finalement, les meuniers vont gagner beaucoup d'argent, les boulangers vont gagner beaucoup d'argent également. Ce qui est complètement faux parce que le prix des blés, on ne l'a pas anticipé, on n'a pas acheté tous nos blés au prix le plus bas possible. Nos prix sont composés de moyennes. Il y a des contrats qu'on achète bien, des contrats qu'on achète moins bien. Et globalement, on s'est quand même fait surprendre. Et l'activité meunerie, malgré tout, pour nous, cette année, a été une activité qui n'a pas été profitable. Hors caméra, il accepte de nous montrer les résultats de sa meunerie, plusieurs millions d'euros de pertes. Donc ça ne fait pas rêver. Si vous pensez que les intermédiaires sont solliconnés cette année, ça ne fait pas rêver. Mais ce que le PDG ne nous montre pas,
Ce sont les profits réalisés par une autre activité du groupe, à l'étage en dessous. Nous ne sommes pas dans une banque. C'est cadeau, attends -1, t'imagines les prix que je suis en train de payer, non? Mais dans la salle de marché du premier meunier français. Ici, les traders achètent et revendent des céréales dans le monde entier. À eux seuls, ils négocient à l'export 10% de la production française. Voici le directeur de la salle des marchés. Il y a certains chiffres dont il n'aime pas parler. Quel a été le bilan finalement de négoce? Vous avez réalisé combien de profits sur la partie négoce? Ah ben, ça, je ne vais pas vous dire. Hein. Pourquoi? Ah non, ça, je ne donne pas. Comme d'habitude, on ne veut pas parler des bons résultats. Cette flambée des céréales, soufflée comme d'autres, a su en profiter. Ainsi, la salle des marchés de l'entreprise a-t-elle réalisé l'an dernier plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, presque 2 fois plus que l'année précédente. Mais avant de repartir, au détour d'un couloir, un trader tient à nous faire part de ses interrogations. Les agriculteurs, comment on peut se profiter de tout ça. Et après, par contre, la distribution, j'ai des questions, moi j'ai personnellement des interrogations, parce que de ce côté-là, on ne sait pas comment ça se passe. Parce que tout le monde est responsable. La responsabilité, c'est le système qui a créé, qui s'est emballé. Voilà. C'est trop facile de dire pour nous, qui sommes dans le business physique, des céréales, de dire c'est pas notre faute. Vous voyez, nous on a la main dans le grain, on ne peut pas être nous, c'est à cause d'eux. Alors c'est pas ça la vraie raison. La vraie raison, c'est qu'on utilise des outils qui peuvent s'emballer, qui peuvent être dangereux. Des outils financiers dangereux. C'est bien ce qui inquiète les institutions européennes. Ainsi, la direction de la concurrence mène depuis quelques semaines une enquête très discrète. Elle soupçonne les principaux négociants en grains de s'être secrètement mis d'accord pour maintenir des prix élevés. Loin des caméras, les perquisitions se succèdent. Parmi les entreprises visées, le géant américain Cargill. Numéro 1 mondial du négoce des céréales. Nous avons rencontré le PDG de Cargill lors de sa venue en France. Ce jour-là, Greg Page inaugure une usine d'agrocarburants. Notre compagnie emploie 160 000 personnes dans 67 pays. Elle a été fondée il y a 143 ans. On a commencé avec un silo dans le Midwest aux États-Unis. Je suis sûr que cette usine sera un succès et que pendant des années, elle profitera à la communauté et aux agriculteurs de la région et au système alimentaire mondial. En 2007, la multinationale a réalisé des profits records, plus de 4 milliards de dollars. Alors selon le PDG, de tels résultats éveillent forcément la curiosité des enquêteurs européens. Ce qui est important, c'est que Cargill soit présent dans 67 pays. La plupart de ces pays nous demandent des informations à propos du système alimentaire mondial. Que ce soit chez moi aux États-Unis, en Argentine ou ailleurs, on s'inquiète du prix de la nourriture. Pendant des années, le prix est resté stable et tout à coup, il a grimpé. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, tous ces pays veulent comprendre les forces qui déterminent les prix des denrées alimentaires. Donc cette enquête n'a rien d'exceptionnel. Mais Cargill n'est pas la seule société soupçonnée d'entente sur les prix. Pour aller à la rencontre des géants du grain, il faut aller en Suisse, à Genève. Bunge, le numéro 3 mondial, a lui aussi été perquisitionné. Dans la salle des marchés, 40 traders s'activent. Près de 10% des céréales vendues dans le monde passent entre leurs mains. Et leur patron, c'est lui. Là, vous voyez, c'est l'équipe qui travaille sur les marchés du Moyen-Orient et de la région méditerranéenne. Grâce à la flambée des prix, Bunge a réalisé les plus gros profits de son histoire. En 2007, nous avons réalisé un bénéfice net de 780 millions de dollars et on a traité 137 millions de tonnes d'oléagineux et de céréales. Du blé, du maïs, de l'orge. Vous avez donc fait des profits records? Oui, on a fait des profits records. Donc quand les prix sont élevés, c'est très positif pour vous.
Oui, bien sûr, c'était une bonne année. Et quand on lui parle de l'enquête en cours, À propos de l'enquête, vous savez, en ce moment, on parle beaucoup de l'inflation des prix alimentaires. C'est quelque chose qui fait peur. Je comprends que les instances de régulation nous posent des questions. Mais je peux vous assurer que nous sommes des négociants honnêtes. selon les enquêteurs, les investigations devraient durer encore au moins 1 an. Après être monté à 300 € la tonne en 2007, le blé est redescendu ces dernières semaines sous la barre des 170 €. Une baisse peut être provisoire, ils sont nombreux à l'espérer.